bonjour à toutes et à tous, et surtout merci de votre invitation que je dois pas toujours aux compétences parce que les titres sont une chose, le reste c'est l'amitié avec Charles qui fait que je suis ici ce soir, et c'est lui qui avait choisi ce titre qui me mettait un peu en difficulté. Alors pour que les choses soient claires, je suis gynécologue obstétricien, et en fait la démarche que j'ai menée, c'est-à-dire qu'on s'est occupé de la fécondation in vitro très précocement à Montpellier, puisque dès les premières années, on avait des tentatives, et il faut savoir que dès le départ, on s'est tous trouvés dans une situation suffisamment difficile pour nous, à tel point qu'on avait mis en place un groupe de réflexion avec des gens de milieux très différents. Il y avait des pasteurs, il y avait des prêtres, et qu'on a continué cette réflexion, puisque je suis sur Nîmes et Montpellier, avec Gemma Durand, dans un groupe qui se réunit 3-4 fois par an. Il y avait le frère Olivier de Linecher, maintenant il y a Olivier Abel, et autour d'un thème complexe, puisque c'est l'éthique, et on l'a baptisé labyrinthe. Vous voyez qu'on a du mal à s'y retrouver. Alors je vais essayer de vous présenter ce qui s'est passé, puisqu'on se réunit ce soir pour réfléchir autour des discussions sur la nouvelle loi de bioéthique. Vous avez les titres qui apparaissent devant vos yeux, et vous voyez que les domaines sont multiples. D'ailleurs, vous avez pris une série de conférences qui recouvrent ces thématiques et qui sont complexes. Par contre, on va avancer vers les sujets. Et qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé dans l'histoire de l'humanité, c'est l'accès à l'embryon. Jusqu'aux années de la fécondation in vitro, on ne savait pas où était l'embryon, on ne savait pas ce qu'était l'embryon, on ne savait pas comment il était constitué. Et nous, quand on a commencé, on manipulait des cellules et on ne savait pas que c'était un embryon, parce qu'on n'était pas capable de le distinguer. Donc, si vous voulez, l'embryon est apparu, et avant, on découvrait l'enfant à la naissance, puis on a pensé à l'embryon pendant la grossesse, parce qu'on a fait des diagnostics, et avant, je vous rappelle qu'avant le 3e mois, personne ne savait si les femmes étaient enceintes il y a 2 siècles. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'accès à l'embryon a changé des choses, et je vous ai mis que 3 diapositives, vous inquiétez pas, allez-y si vous pouvez. Vous avez ici une image qui montre un petit peu, alors il n'y a pas les, je ne peux pas vous les faire passer, mais vous voyez une zone ronde et circulaire qui est l'ovocyte, et tout autour une nuée de petits moustiques qui tournent autour, ce sont les spermatozoïdes. C'est normal. Cliché suivant, vous voyez ici une image de quelque chose qui a encore changé, c'est-à-dire de micro-injection, ce qu'on pensait impossible il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque des hommes ont une infertilité parce que le spermatozoïde n'a pas la mobilité pour pénétrer dans l'ovocyte, on peut sectionner la tête du spermatozoïde et l'injecter directement dans l'ovocyte. C'est des barrières naturelles qu'on a fait sauter et qui sont des révolutions scientifiques à ce niveau-là. Cliché suivant. Et vous voyez ici un ovocyte fécondé, puisque vous aurez une conférence sur l'embryon. Il y a eu de nombreuses batailles entre nous et certains scientifiques, en particulier anglais, pour dire est-ce que c'est un embryon ou pas, en jouant sur le mot du pré-embryon, en fait pour pouvoir faire des manipulations jusqu'au stade de l'embryon, puisque là vous avez vu que les 2 pronucléides étaient séparés. Cliché suivant, et vous voyez ici un embryon tel qu'on peut l'imaginer se promenant dans la trompe de la future mère, avant d'aller se greffer dans l'utérus. Cliché suivant, donc ce qui se passe, vous voyez que la fécondation in vitro est une rupture en termes de modification, de conceptualisation de la relation qu'on a à notre histoire, puisque l'embryon, chacun de nous n'a été qu'un embryon au départ, il faut se le rappeler, et éviter d'avoir des raisonnements trop simplistes. Et vous voyez qu'ayant accès à l'embryon, on a toute une série d'éléments, et vous avez entendu toutes ces réflexions et ces fantasmes autour des banques cellulaires et des banques d'embryons, où on garderait des embryons pour s'en servir. C'est vrai qu'à partir de ces cellules-là, ce sont des cellules non seulement pluri, mais totipotentes, c'est-à-dire que si on prend une cellule, si vous revenez en arrière de cet embryon, on en prend une, on aura exactement le même développement que les 3 autres cellules. Pour avancer. Donc c'est quelque chose qui est assez surprenant et qui met en cause un certain nombre de démarches. Cliché suivant, qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de vous résumer parce qu'en 30 minutes, je suis en train d'essayer de vous faire percevoir ce que l'on a mis nous 30 ans. Donc, si vous voulez,
Voilà, je vous fais 1 minute par dizaine d'années. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est qu'on a commencé, on a dissocié la sexualité de la reproduction. Ensuite, on a dissocié la fécondation de l'accès à la vie, parce que dans les étapes qui se sont produites, c'est-à-dire il y a 15 à 20 ans, on a appris à congeler l'embryon. C'est-à-dire qu'un embryon, il pouvait être fabriqué, il pouvait être préservé pendant un certain temps avant d'être remis dans l'utérus de la mère pour se développer. Et donc on pouvait avoir 2 embryons qui ont été conçus le même jour, un qui sera né en 2010 et l'autre qui sera né en 2015. On a ensuite discuté, et c'est ça, de l'accès à l'embryon pour faire des autothérapies. Et ça c'est important parce qu'on parlait, mais là derrière aussi, c'est une réflexion où on voulait se servir de l'embryon pour traiter les lieux de mon âge. Donc ça c'est une vraie question, et on a avancé aussi avec des découvertes sur les cellules du cordon. Cliché suivant, donc on se trouve avec cette notion de transfert d'embryon congelé et ce que j'ai appelé de jumeaux asynchrones. On peut en discuter comme on veut. Cliché suivant. Je vous ai listé là simplement tous les paramètres qui nous sont ouverts et sur lesquels il faut réfléchir, et on profitera des réflexions pour aussi nous apporter un élément de discussion à partir de l'accès à l'embryon. C'est le diagnostic avant l'implantation dans l'utérus. Ce n'est pas le diagnostic prénatal. C'est-à-dire le diagnostic prénatal, c'est pendant la grossesse de la femme qu'on fait une ponction alors que la grossesse est en cours. Ce dont je vous parle, c'est on a l'embryon, on étudie les cellules de l'embryon avant de le transférer dans l'utérus chez la mère. Et donc on a accès à ce qu'on appelle des cellules souches. Et si vous remontez un petit peu il y a 10-15 ans en arrière, la bataille qu'il y a eu entre ceux qui voulaient des embryons pour faire des études sur les cellules souches et ceux qui disaient c'est quand même peut-être à discuter pour savoir pourquoi on fait ça, les questions du clonage, les questions de la gestation pour autrui, j'ai osé y aller jusque-là. Le DPI, eh bien, il faut avancer. Cliché suivant, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire le diagnostic pré-implantatoire. Alors ça peut être très intéressant et c'est autorisé dans 3 centres en France, Paris, Strasbourg et Montpellier, pour des maladies qui sont particulièrement graves pour la personne qui en serait atteinte. Donc ça veut dire qu'on ne fait ces diagnostics que lorsqu'il y a eu un cas qu'on appelle princeps dans la famille, et une fois qu'on a fait un cas, on connaît le gène qui est porteur de cette maladie, et donc on propose à ces couples de faire des fécondations in vitro, nous permettant d'avoir accès à l'embryon, et à l'embryon, on ne le transfère pas immédiatement, on prélève une cellule, on recherche si cet embryon est porteur de l'anomalie. S'il n'est pas porteur de l'anomalie, à ce moment-là, on le transfère chez la mère. Mais vous voyez, suivant, qu'on arrive dans une notion qui est différente. On norme le vivant avant la maladie. Ça, c'est un médecin qui écrit ça, et vous verrez ce que disaient les philosophes à la fin de ma présentation. Donc, l'anormal n'est plus un sujet malade, l'anormal devient quelqu'un qui est porteur d'un facteur de risque. C'est une réflexion qu'il faut avoir en termes de société. Cliché suivant. Donc, vous voyez que c'est des questions qui peuvent être présentées de façon très variable. Parce que si on essaie de faire une protection pour une famille où il y a eu plusieurs personnes qui ont eu une maladie de Huntington, par exemple, eh bien c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir s'il ne faut pas le faire. Ensuite, jusqu'où va-t-on dans ces recherches? Et vous voyez qu'il faut savoir qu'on pourra, d'ici quelques années, connaître le génome complet d'un embryon. Pour l'instant, on ne cherche que le gène porteur d'une anomalie. Cliché suivant. Si on va plus loin au niveau de ce qui est la procréation médicalement assistée ou de l'AMP, c'est l'aide médicale, eh bien vous voyez que les concepts qui évoluent aujourd'hui, c'est qu'on peut réfléchir à obtenir chez des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants parce qu'elles ont des ovaires soit qu'on appelle atrétiques ou qui ne peuvent pas donner assez d'ovocytes, on peut réfléchir à prélever un morceau d'ovaire et le remettre en culture et essayer d'avoir un développement
pour obtenir un ovocyte. On peut réfléchir à la même démarche chez l'homme, et vous voyez que les pistes s'ouvrent de façon importante. Cliché suivant. Et je voudrais d'emblée vous sensibiliser à une question, puisqu'on est là pour réfléchir sur l'éthique, entre le débat qu'il y avait il y a 15 ans où on disait il faut qu'on autorise les chercheurs à fabriquer des embryons pour faire de la recherche, en utilisant les cellules de souche, et en disant derrière il y a des enjeux industriels et économiques. Ne nous faisons pas d'illusions, il ne faut pas être naïf du première ligne. Eh bien, vous vous rendez compte que lorsqu'on sait mettre quelques contraintes et qu'on fait appel à notre intelligence, eh bien, vous avez ici, en 2007, l'équipe japonaise qui a démontré qu'en prenant une cellule, on prend n'importe quelle cellule de l'un d'entre nous. On prend une cellule de peau, une cellule de la muqueuse digestive, on prélève ça, on sait faire des biopsies, c'est pas compliqué. Et en modifiant 4 gènes, on redonne à cette cellule non pas la totipotence, mais la pluripotence. C'est-à-dire qu'on peut s'en servir pour faire tous les traitements quasiment qu'on voulait avoir avec les cellules de l'embryon à partir d'une cellule d'une femme et d'un homme. Donc, vous voyez comment on peut faire évoluer des pensées et comment on peut précipiter toute une population vers une technique au détriment d'une autre et au mépris d'un effort de réflexion pour essayer de trouver quelque chose qui jointe et l'éthique et l'efficacité. Parce qu'on ne pourra jamais faire marche arrière. Cliché suivant, on rentre dans un autre sujet. Je vous ai dit qu'on balayait la grossesse pour autrui. La grossesse pour autrui, alors pour vous détendre, s'il y en a qui disent Claire Breteucher, vous n'avez jamais vu Claire Breteucher. Alors si vous avez accès au destin de Monique, tout ce que je vous raconte là, elle l'a tout écrit. Hein. Vous inquiétez pas, tout y est. En plus, c'est amusant parce que moi, c'est un peu. Mais elle, c'est marrant en plus. Donc, lisez-le si vous le retrouvez. Voilà, on me l'a piqué, donc je ne l'ai plus. Donc, le grossesse pour autrui, ça peut se poser parce qu'il faut savoir qu'il y a des femmes qui naissent sans utérus. C'est une question qui peut se poser. Il y a des femmes qui peuvent avoir une chirurgie lourde, très jeune, et ne pas pouvoir avoir d'enfant. Alors, quelles sont les modalités pour avoir une grossesse pour autrui? Eh bien, vous avez des solutions, si vous pouvez avancer. Voilà. Vous avez plusieurs solutions. Parce que la grossesse pour autrui, ça peut être une femme qui reçoit un embryon qui vient de notre couple. Ça peut être une femme qui reçoit un spermatozoïde et qui accepte de donner son ovocyte. Ça peut être ensuite un couple qui demande à avoir un enfant, mais qui ne peut pas, qui a demandé un don d'un ovocyte à une autre femme, d'un spermatozoïde à un autre homme, on fait une fécondation in vitro et on transfère cet embryon chez la receveuse. Et c'est le couple de départ qui a fait la demande qui accueillera l'enfant. Donc vous voyez que toutes les solutions sont multiples. Alors, face à ça, on peut le présenter de plusieurs façons. Si on vous le présente comme j'ai commencé en vous disant, je suis obligé d'aller un peu vite parce que je voudrais bien vous laisser réfléchir et faire le débat avec la salle sur les différentes solutions, mais bon, on ne peut pas. Sur le plan pratique, si vous voulez, si on se pose la question vis-à-vis des femmes dont je viens d'évoquer la situation, la question doit être posée. Il faut savoir qu'à côté, on travaille aussi sur la réflexion sur les greffes d'utérus. Il y a déjà des enfants qui sont nés chez des femmes qui ont eu des greffes d'utérus. Ce qu'on ne vous dit pas, quand on veut essayer de dire oui à la GPA facilement, cliché suivant, c'est tout ce que je viens de marquer là, je n'ai pas le temps de le développer. C'est l'impact pour l'enfant. Parce que la mère porteuse est porteuse aussi de son épigénétique. Et on y reviendra, c'est-à-dire que son environnement, ses marqueurs, son état de stress peut intervenir sur le développement de l'enfant. Le tas de la mère, si cette femme fait une poussée d'hypertension pendant la grossesse, si elle fait un accouchement prématuré, qui va accepter de garder l'enfant qui est prématuré avec un handicap? Le procès existe déjà aux États-Unis, il y en a 2. Donc, et les risques pour la mère, une mère peut avoir un accident pendant la grossesse, grave, difficile, sans parler du vécu psychologique pour cette femme, de son atteinte esthétique, relationnelle, et si elle est en couple d'ores et déjà, de son vécu de couple par rapport à l'homme avec lequel elle vit.
Cliché suivant. Donc si vous voulez, on peut discuter, cliché suivant, on peut discuter un petit peu de ces éléments et avancer, c'est un petit peu ce que je vous disais. Voilà, non, vous revenez en arrière. Voilà. On peut discuter de ce fait d'une démarche qui pourrait se poser dans certains choix exceptionnels. C'est un peu comme pour le diagnostic prénatal. Mais je vous laisse y réfléchir avec les éléments que je vous ai donnés. Cliché suivant. Face à tout ce que je viens de vous dire, il faut savoir qu'il y a des formes de pensée, et si vous voulez, je vous donnerai la référence du livre qui a été publié. Vous avez même la référence, j'ai dû la mettre en 1900, je crois que c'est 95 ou quelque chose comme ça, où on commençait à dire que les gens qui ne sauraient pas choisir l'embryon et la qualité du développement de l'embryon, eh bien, ne seraient pas doués d'intelligence. C'est pour ça qu'on a dû vous parler de l'intelligence artificielle améliorée. Et que la sélection naturelle, c'était complètement has-been. Donc aujourd'hui, pour être in, est-ce qu'il faut une sélection et laquelle? Alors, cliché suivant, parce que ça peut aller relativement loin, cliché suivant, revenez en arrière, voilà, eh bien c'était que quand il y avait une anomalie, on pouvait mettre en cause les médecins. C'était l'erreur médicale, parce qu'il y avait une anomalie non dépistée. Et vous avez la deuxième situation qui apparaît aujourd'hui dans nos sociétés, c'est accepter un enfant différent, qui pour certains relève d'une irresponsabilité sociale. Cliché suivant, donc on se trouve devant une situation qui, vous le voyez, en 30 ans, a complètement changé. Avoir un enfant, c'était une chance, une opportunité. On se pose la question du droit à l'enfant, et on se pose la question aujourd'hui de l'enfant que je souhaite, comme je souhaite. Cliché suivant, tout ceci remet en cause des notions comme la singularité. Alors là aussi, vous avez vu, je vais essayer de vous sensibiliser à certains jeux subtils de formes d'orientation de pensée. Un autre. L'accès au génome, car on avait dit l'accès au génome, ça permet de tout faire. On va tout savoir avec le génome. On sait faire le génome. Le premier génome, 15 ans de travaux. Aujourd'hui, on fait une prise de sang à vous ou à moi. Dans les 7 jours, on a un génome intégral pour 700 €. Dans 3 ans, ce sera 250 €. Tout le monde pourra faire son génome. Donc aujourd'hui, on sait le faire, on peut le faire pendant la grossesse in utero. Mais ce qu'il faut savoir, cliché suivant, eh bien, c'est que le génome ne répond pas à tout. Et c'est ça qui est neuf. Parce qu'on avait dit tout sera dit avec le génome, et bien aujourd'hui on se rend compte que c'est faux. Pourquoi? Parce que vous voyez que 12% de notre génome présente des variations, et 10% de nos gènes ne sont pas en double homme venant du père et de la mère. Ce qu'on ne savait pas du tout, et surtout ensuite, cliché suivant, c'est que vous avez une autre groupe de notions qui apparaît, c'est que l'environnement intervient sur le développement in utero. Je ne vais pas vous parler des facteurs environnementaux, des phtalates, etc. Mais c'est vrai, des pesticides. Et tout ceci a un nom qui s'appelle l'épigénétique, qui va interférer. Ce qui veut dire que quel que soit le génome, vous prenez 2 jumeaux homozygotes, ils ne vont pas avoir le même développement. Pourquoi? Parce que l'environnement va modifier l'expression du génome. Donc vous voyez comment on peut faire basculer une pensée si on n'essaie pas d'y mettre une certaine recherche dessus. Cliché suivant, donc on se trouve devant une situation qui sera abordée, mais que je sais que ce sera la discussion de votre prochaine conférence. L'embryon et son statut, l'enfant, le couple, et puis la société. Cliché suivant, parce que je vous rappelle que dans la loi précédente, eh bien, on avait modifié la façon de faire famille. Aujourd'hui, certains anthropologues commencent à dire que la famille, ce n'est pas un homme et une femme, c'est un enfant qui génère une famille. Je vous laisse y réfléchir. Cliché suivant. Dernier point que je voudrais avancer avant de souligner quelques questions. Ne nous laissons pas tromper par la question quand on parle de médecine personnalisée. La médecine personnalisée, parce qu'on a analysé les biomarqueurs dont nous sommes porteurs chacun, n'est pas une médecine de la personne. Ce n'est pas une médecine qui a trait à la globalité de la personne. Elle soigne les spécificités de l'organe dont est porteur une personne. Donc c'est une médecine spécialisée, spécifique à chacun de nous. Ce n'est pas une médecine qui prend en charge la médecine dans sa globalité. Cliché suivant.
On va avancer. Allez-y, cliché suivant. Donc la loi bioéthique nous met une nécessité de réflexion pour avancer par rapport à un contexte nouveau. Vous voyez, je vous ai brossé avec grand trait les questions qui sont là. Eh bien, comment allons-nous y réfléchir? Et donc, je vous donne là quelques-unes des réflexions et qui seront à débattre avec mon cher vis-à-vis et qu'on pourra argumenter, et qui est un peu les réflexions auxquelles on est arrivé. Et je voudrais vous poser la première question qui a été dans un ouvrage où je vous ai mis les références. Eh bien, vous voyez qu'on a commencé à dire qu'un citoyen pourrait choisir complètement son organisation et son accès à un développement supérieur, l'homme augmenté, l'acquisition de l'intelligence artificielle. Je n'ai pas le temps de vous le développer. Cliché suivant. Et je vous montre le livre, si vous voulez le lire, de Suzanne, qui était dans l'édition de Beck en 1990, je vous ai dit 95 tout à l'heure, c'est 1990. Vous voyez ce qui a été écrit par le groupe de chercheurs à qui on avait dit « Laissez-vous aller et dites ce que vous pensez qu'il est possible de faire aujourd'hui. Il n'y a pas de limite morale à une médecine non directement thérapeutique. » Vous y réfléchirez. Cliché suivant, et vous voyez jusqu'où ça pousse la réflexion, puisque on peut se poser la question de savoir jusqu'où on peut aller. Eh bien, vous voyez un petit peu qu'on peut développer, et c'est ce qu'on appelle les cyborgs. Mais les cyborgs, on est tous un peu cyborgs, enfin pas avec des lunettes, mais dès qu'on a une greffe, une prothèse, une greffe de rétine, on est devenu cyborg. Ne vous inquiétez pas, c'est des mots. Il ne faut pas se laisser impressionner, parce qu'il y en a qui jouent avec les mots pour jouer, j'allais dire, aux pseudo-scientifiques. En fait, la vraie science, elle est modeste et humble. Cliché suivant, je passe. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et je vous ai mis ici juste cette citation. Vous voyez qu'on en est à se dire, mais est-ce qu'on saura définir ce qui est humain? Est-ce qu'on saura ce qui est humain en 2050 entre un cyborg et un humain? Où va s'arrêter? Donc, c'est des questions fondamentales. Donc, si on n'a pas une réflexion de fond, et je féliciterai tous ceux qui ont réfléchi à ces organisations, parce qu'on a besoin d'y réfléchir ensemble. C'est notre enjeu qui se joue. Et je vous laisse ici cette phrase de cette diapositive de philosophe là. Vous voyez que l'enjeu se joue dans l'intégration subtile de valeurs biotechnologiques en oubliant les relations qu'il pourrait y avoir avec l'éthique ou la morale. Cliché suivant. Et vous voyez, la philosophe avait dit quelque chose, regardez ce qu'une juriste répond. La logique de la technoscience s'auto-engendre et se justifie par elle-même. Et donc, ma attention à tout ce qui a tendance à s'auto-justifier en éliminant toute valeur qui vienne d'ailleurs. Cliché suivant. Et vous voyez que... non, il y a une erreur. Allez-y, cliché suivant. Voilà, ça va mieux. Donc, ces projets, en fait, sont derrière, sous-tendus par un non-dit, qui est le fameux projet Gigamesh de Google, qui est l'homme augmenté au-delà de tout, avec le développement humain artificiel. Donc, qu'est-ce qu'on veut vouloir? Cliché suivant. Eh bien, vous vous rendez compte un petit peu, pour moi, la question, et pour les groupes avec lesquels on travaille, c'était de savoir quelle est la place de la personne. J'ai essayé de vous ouvrir un petit peu des lignes par rapport à ce qu'on appelle une approche personnalisée, qui n'est pas une approche de la personne. Et donc, cliché suivant, vous voyez un petit peu que je pense que la compétence technique ne peut pas permettre seule de prendre une décision, et qu'il faut identifier tous les enjeux qui viennent de l'aspect de la spiritualité, de l'éthique ou d'autres. Cliché suivant. Et il faut savoir qu'on ne peut pas évoluer sans recherche par contre. Donc qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, la recherche est nécessaire et elle sera incontournable. Et on continuera à faire de la recherche dans ce domaine. Cliché suivant. Mais en tant que dit moi, je voudrais vous envoyer à une lecture saine de France Quéré. La science peut nous parler de l'embryon. Elle ne peut pas, du stade de l'embryon, elle ne peut pas nous faire passer de l'inhumain à l'humain, puisqu'en tant que tel, l'humanité lui échappe. Cliché suivant. Donc, les progrès techniques, faut-il en avoir peur? Je ne crois pas. Il faut avancer, mais il faut avancer avec une réflexion qui va chercher ailleurs ses sources. Cliché suivant.
Et je vous cite ici Patrick Vespirel. Jésuite. Voilà, désolé, je me suis retenu. Non, mais il faut reconnaître. Mais il y a des gens très bien dans toute. Ah oui, lui spécialement. Alors, et vous voyez ce qu'il dit, eh bien, n'ayons pas peur, mais à l'appeler à la réflexion individuelle et collective est quelque chose d'important. Cliché suivant, parce qu'en face de cette démarche, vous avez quand même le marché biotechnologique. Et ce n'est pas n'importe qui vous le dit, c'est Damien Sicars, Dominique Sicars, c'est l'ancien président du Comité national d'éthique. Le marché biotechnologique se nourrit d'une recherche offrant un avenir radieux. Alors quand c'est toujours trop bien, méfions-nous. Cliché suivant, et donc pour moi, est-ce que l'éthique est en crise? Je ne crois pas. L'éthique est en situation de réflexion, mais comme toujours, parce qu'on est dans des situations nouvelles. Et cliché suivant, eh bien vous voyez que c'est un saut de puce permanent, c'est notre travail d'humanité à construire, et vous voyez ici ce qu'a dit l'ISCO, c'est qu'en fait, il y aura toujours un dossier nouveau à découvrir. Vous avez vu pour le génome, on avait la solution universelle. Ben, ça y est, on a l'épigénétique qui a tout changé, je ne vous ai pas développé sur l'ADN non codant, etc. Cliché suivant, et pour la médecine, eh bien il faut savoir que la médecine aussi est en question, et que notre enjeu, pour moi l'enjeu essentiel, eh bien c'est d'essayer de réfléchir ensemble, et à la limite, j'allais vous dire une deuxième fois merci, parce que à travers ce qu'on dit là, à travers ce qu'on va échanger après, nous progressons, je progresse, et je pense que notre enjeu à tous, c'est d'essayer d'avancer vers une intelligence collective et individuelle qui soit de plus en plus éthique, comme ça que je l'ai mis, parce qu'en fait, cliché suivant, je pense que l'humain et l'humanité, c'est une recherche permanente et qu'on aura toujours à trouver. Je vous remercie.